Bonjour à toutes et à tous. Je suis Céline. Et je suis Iris. Et nous sommes le Geek Squadron. Un duo de choc pour vous proposer des vidéos sur tous les univers geeks. Aujourd'hui, nous vous proposons un débrief du deuxième épisode de The Falcon and the Winter Soldier, l'homme à la bannière étoilée. On avait laissé nos héros sur une révélation choc, un nouveau Captain America. On reprend directement avec cet homme, ouvrant la housse de costume du super-héros. Cet épisode fait évidemment la part belle à ce nouveau perso. Interprété par Wyatt Russell qu'on a pu voir dans 22 Jump Street, cet acteur ne vous est peut-être pas inconnu même si vous ne l'avez pas vu. Il est le fils de Goldie Hawn, qu'on a pu voir dans Tout le monde dit I love you ou La mort vous voici bien, et de Kurt Russell, qu'on a bien sûr pu voir dans Stargate, Les 8 salopards, et puis qui joue dans le MCU, le père de Star-Lord dans Les Gardiens de la Galaxie 2. On apprend donc que ce nouveau Captain America a un nom, John Walker. Il est militaire, il a de très nombreuses décorations, il a effectué des opérations spéciales, et surtout il a été testé par le MIT, et il en est ressorti qu'il avait une condition physique absolument extraordinaire. Donc c'est pas exactement un nobody comme on aurait pu le penser à la fin de l'épisode précédent. On ne sait pas encore comment il a eu le job, ni pourquoi. On le découvre lors de la tournée de présentation de ce nouveau rôle de Captain America dans son ancien lycée. Alors on est dans un show à l'américaine complet avec marching band, de pop-up girls, des paillettes, enfin voilà, c'est très très américain. En même temps, ça sublime un peu ce côté assez archétype du personnage parce qu'on découvre qu'il était ancien capitaine de football, enfin de l'équipe de football de son lycée, c'est un soldat hors pair, enfin voilà. Il y a un côté vraiment très très cliché en fait. Mais néanmoins, il nous apparaît un peu fragile, enfin c'est pas exactement le mot, un peu dépassé par tout ça. En fait, il parle vraiment que c'est pas évident pour lui de se glisser dans le costume de Captain America, qu'il a pas de super pouvoir, c'est pas un super soldier, c'est pas Tony Stark, mais lui, ce qui le motive, c'est cette envie de faire en sorte que les gens se sentent de nouveau en sécurité. Au fil de l'épisode, on va découvrir quand même un autre visage. Finalement, ce premier doute qu'on voit dans les vestiaires, où il se confie à son ami Lemar Hopkins, finalement, ce Lemar Hopkins, lui aussi, va se révéler avoir un pseudo, Battlestar. On sait juste qu'ils ont fait partie de la même unité. C'est l'acteur Clay Bennett qui interprète Lemar Hopkins. Et bien sûr, après cette scène où il doute dans les vestiaires, finalement, tout le long, il va devenir de plus en plus prétentieux. On va même avoir une petite référence à la grenade sur laquelle s'est jeté Captain America. Il va répondre « Mon casque est fait pour ça », comme s'il ne réalisait pas le sacrifice qu'il y a derrière. Et ça apporte ce côté un peu double face. Au départ, il est humain, on a un peu de pitié pour lui parce que on sent qu'il a enfilé des chaussures un petit peu trop grandes pour lui, puis au fur et à mesure on voit qu'effectivement il devient de plus en plus, comme tu disais, prétentieux, etc. Et ça pèse vraiment sur sa relation avec Sam et Bucky, jusqu'au moment où finalement Bucky explose quand le nouveau capitaine lui dit que ça serait bien quand même qu'il ait les wingmen de l'ancien, le premier Captain America avec lui, que ça rendrait son job vachement plus facile. Et on se rend compte que, contrairement à ce qu'on peut penser au départ, qu'il est un peu un pantin pour le gouvernement, que quand même ce Captain America a le bras long, qu'il a beaucoup de liens avec le gouvernement. Notamment, on découvre que s'il a réussi à pister Sam et Bucky, c'est parce qu'il a hacké Aile Rouge, qui est techniquement propriété du gouvernement, mais ça reste quelque chose de technique. Ce qui nous permet d'enchaîner justement sur le gouvernement, qui devient une force avec laquelle il faut compter dans cette histoire-là. On nous parle du CMR, du Conseil mondial de rapatriement, qui aide à la réactivation de l'identité d'un citoyen concerné par le blip, ces citoyens qui ont été anéantis par le claquement de doigts de Thanos. Et donc quand ils ont été ramenés à la vie par le claquement de doigts de Hulk,
il a bien fallu en faire quelque chose de ces gens qui avaient été déclarés morts. Donc il faut réactiver leur identité, leur nationalité, la sécurité sociale, voilà, leur allouer de ressources, etc. Et Captain America devient le bras armé, en fait, de cette institution gouvernementale. Il le dit lui-même, que les révolutions violentes ne sont généralement pas bonnes pour tout le monde. Ce à quoi, quand même, Sam répond en nuance que généralement les révolutions ne sont pas bonnes pour ceux qui ont les ressources, et pas pour ceux qui en ont besoin. Et on comprend du coup qu'il y a une certaine opposition entre le gouvernement mondial, le gouvernement américain, et des groupes tels que les Flag Smashers, sur lesquels on va se concentrer là, et d'autres groupes de Freedom Fighters qu'on imagine qu'il peut exister. Enfin, il y a un sous-entendu de plusieurs groupes existants. Et c'est très très symbolique parce que d'un côté on a cet homme qu'on appelle l'homme à la bannière étoilée, vraiment son costume est un drapeau au final, contre ces Flag Smashers, donc littéralement les destructeurs de drapeaux. Donc on est vraiment dans quelque chose de très très symbolique. Et moi j'y vois une référence aussi aux paroles de Crâne Rouge dans Captain America First Avenger. Au moment du combat final face à Crâne Rouge dit au Captain America « J'ai vu l'avenir et il n'y a pas de drapeau ». Et Captain America lui répond « Pas dans le mien ». Bien sûr, dans l'idée de Crâne Rouge, c'est que tout le monde soit uni sous la bannière d'Hydra et qu'il soit maître du monde. Mais finalement, on peut se poser la question par rapport aux Flag Smashers qui sont avec... One World, One People, donc un monde, un peuple, est-ce que finalement il n'y a pas un relan de cette idée d'anéantir les nations pour un contrôle complet? Dans l'introduction des Flag Smashers, on notera l'arrivée de Erin Kellyman, qu'on connaît bien nous parce que c'est Enfys Nest dans Solo. C'est a priori la chef des Flag Smashers, Karli Morgenthau. Et moi, ce que j'ai trouvé assez amusant, c'est que son introduction est totalement opposée à celle de Solo. Dans Solo, on a un personnage casqué, a priori méchant, et finalement, elle se décasque, et on apprend que c'est en fait une rebelle dans le bon camp. Et là, c'est l'inverse. On pense qu'il y a une otage décasquée et finalement elle met son masque et révèle qu'elle est une Flag Smasher. Les Flag Smashers tels qu'ils sont dépeints pour le moment, on les voit comme une organisation terroriste. On s'aperçoit quand ils arrivent dans leur cache, là, le cybercafé, où le propriétaire les accueille presque en grande pompe avec repas, dortoir prêt, un minima cosy. Enfin, on sent que le gars il a fait des efforts pour les accueillir. Et quand il y en a un qui se connecte sur internet, découvre que voilà, ils sont déjà traqués par Interpol. On voit d'ailleurs la petite affiche Wanted de Karli Morgenthau, et qui est celle qui mène les Flag Smashers, ou tout du moins cette cellule, parce qu'il est possible qu'il y en ait d'autres. Et on sent aussi que c'est un groupe qui est relativement récent, parce que Karli parle que 6 mois auparavant, personne n'aurait soutenu une cause telle que la leur. Donc ça porte aussi beaucoup de questions. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 6 mois? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui fait que maintenant les gens sont plus enclins à apporter leur soutien à des révolutionnaires? Parce que eux se voient comme des combattants de la liberté, hein. Ils ont un peu cette ambiguïté toujours que peuvent avoir les révolutionnaires, c'est-à-dire que d'un point de vue du pouvoir en place, ils sont considérés comme terroristes, mais eux se considèrent comme révolutionnaires. On peut le voir, par exemple, l'Empire et la Rébellion, hein, dans Star Wars, on est vraiment dans ce même schéma. Donc on les voit au départ qui veulent des vaccins, peut-être même que ce sont des sérums, ce sont des super soldats, hein, clairement Bucky et Sam, mais aussi Captain et Battlestar en font vraiment les frais. Mais quand ils embarquent dans leur avion à la fin de l'épisode, on voit quand même beaucoup de cartons qui pourraient être des cartons de nourriture, et il y a aussi énormément de bouteilles d'eau qui sont entassées bien plus que ce qu'il faut pour un voyage pour 8 personnes.
Donc on se demande s'il n'y a pas aussi une idée de ravitaillement, de quelque chose d'humanitaire, des actions dans des camps de réfugiés, parce qu'on nous parle de camps de réfugiés en Europe centrale et en Europe de l'Est, sans nous expliquer forcément d'où viennent ces réfugiés. Alors on imagine qu'il y a un lien effectivement avec le blip, etc., mais c'est assez flou. Mais il semblerait que voilà, ce groupe, il monte en puissance, enfin, en tout cas en termes de sympathisants. D'ailleurs, le patron du cybercafé leur dit qu'ils auront du soutien partout où ils iront, et que de plus en plus de gens sont sensibles à leur cause. Alors leur cause, qu'est-ce que c'est? Parce que ça aussi c'est assez flou. Ce qu'on entend, c'est de la bouche de Carly, c'est que ils ont eu un aperçu de ce qu'était le monde pendant le blip, et que ils ne veulent pas des mêmes trouvus, excusez-moi l'expression, aux commandes, pas les mêmes que dans le monde d'avant. Ils veulent un monde d'après qui soit différent, et ils ont pas mal de ressentiments par rapport au CMR, où ils ont l'impression qu'on s'occupe plus des gens qui sont revenus que des gens qui sont toujours restés, qui ont vécu le blip. Et là où ça assez marrant entre guillemets, c'est qu'on peut faire un parallèle un petit peu avec la situation actuelle, puisque pendant le premier confinement, on a quand même parlé d'un monde d'après, essayer d'avoir un monde peut-être meilleur, et qui n'est pas arrivé, puisqu'on est toujours au fond du sarlac en fait. On imagine aussi que là, on a un aperçu d'une cellule, que ces Flag Smashers, vu leur notoriété qu'ils semblent avoir, ce qu'on a pu voir dans le premier épisode avec Torres, parce que quand Torres essaye de les infiltrer, ils ont l'air quand même beaucoup plus nombreux que 8. Donc on imagine qu'ils sont beaucoup plus que ça, et qu'ils sont peut-être divisés en cellules, comme les rebelles dans Star Wars, qui étaient divisés en plusieurs petites cellules, comme ça si l'une tombe, elle entraîne pas les autres dans sa chute. Et ce qui est aussi intéressant de remarquer sur les Flag Smashers, c'est que c'est un groupe qui est très divers. Malgré qu'il soit que 8 dans le petit groupe qu'on suit dans cet épisode-là, on voit quand même qu'il y a des femmes, donc des hommes, qu'il y a diverses tranches d'âge qui sont représentées, diverses ethnies également, divers corpulences. Je veux dire, c'est pas que des super soldiers façon Captain America sur bodybuildé. Donc il y a ce côté aussi très très divers qui est assez intéressant, qui montre bien en quoi ils peuvent rassembler au final. Et c'est vrai que tu disais que finalement, Sam disait que les révolutionnaires prenaient à ceux qui avaient des ressources, et on a aussi le patron du cybercafé qui les compare à des Robin des Bois. Et en effet, comme tu disais, c'est vrai qu'il les accueille avec quelque chose de cosy, mais en même temps quelque chose de très modeste. Donc on sent en effet que les gens qui les soutiennent, finalement, c'est les gens qui sont dans le dénouement. Même si ce patron de cybercafé, je pense que c'est pas la pire des situations. Quand tu parles de camp de réfugiés, clairement, ça doit être autre chose. J'imagine qu'on en verra plus dans les prochains épisodes. Donc on a aussi une nouvelle faction qui est introduite ici, c'est le Power Broker. On sait juste que c'est le Power Broker qui est en train de les poursuivre tout à la fin quand ils montent dans l'avion. On a aussi le SMS que Carly reçoit pendant qu'elle est au cybercafé, qui dit je sais ce que tu m'as volé et je vais venir te tuer. Il est très possible que ce soit le Power Broker qui a envoyé ce SMS, et que finalement la scène finale renvoie à cette menace. Et donc par contre on ne sait pas est-ce que on parle de sérum, de vaccin, est-ce que c'était le Power Broker qui avait ces sérums, ces vaccins, et comment, s'ils avaient un sérum, comment ils les ont obtenus, est-ce qu'ils sont reliés à un gouvernement ou à Hydra, et nos héros vont en effet remonter la piste des super soldats. Ce qui les amène d'ailleurs à un super soldat en particulier, qui est Isaiah Bradley, joué par Carl Lumbly, qu'on a vu dans Justice League, Black Panther, alias Supergirl. Donc Isaiah Bradley, en fait, c'est quelqu'un que Bucky a rencontré dans la guerre de Corée. En fait, ils étaient dans des camps opposés. Isaiah était un super soldat américain
et c'était vraiment l'alter ego de Bucky. On avait Isaiah, le super soldat noir, dans le camp des gentils, et Bucky, le super soldat blanc, dans le camp d'Hydra. Mais finalement, ce qu'on apprend aussi d'Isaiah, c'est que il a été torturé, qu'on a fait des expériences sur lui pendant 30 ans, et il dit que Hydra n'a pas été tendre aussi avec lui, donc ça implique qu'il a été torturé par Hydra, mais aussi par le gouvernement américain, qui ressort ici tout en nuances. On voit bien que finalement le gouvernement américain n'est pas tout net sur cette histoire. Et finalement on en ressort, on n'a pas vraiment de pistes sur le sérum, mais cet homme est la preuve vivante que après la perte du sérum, après les événements de Captain America First Avenger, le gouvernement américain a réussi à remettre au point un sérum qui fonctionne. Et donc c'est vrai que est-ce que ce sérum est celui qui est arrivé dans les mains des Flag Smashers? On ne sait pas, en tout cas nos héros vont aller voir d'autres pistes aussi. Et en parlant du fait que on est sur un soldat américain noir, Falcon insiste bien sur le fait que c'est étrange qu'on n'ait jamais entendu parler du fait qu'on ait un super soldat noir, alors même que lui ne se définit pas de cette façon-là. Oui, c'est assez un petit peu hypocrite en fait de la part de Sam, parce que donc juste au moment d'entrer chez Isaiah, donc on est dans un quartier plutôt pauvre qui a l'air dominante de population noire. On voit surtout des voisins noirs. Et il se retrouve face à un gamin qui lui dit « Oh, c'est Black Falcon !» Le gamin est tout excité. Et Sam le douche un petit peu en disant « Non, moi je m'appelle Falcon, pas Black Falcon. »« Oui, mais mon père il dit que... »« Non, moi c'est Falcon, est-ce que toi on t'appelle Black Kid ?» Donc voilà, il douche un petit peu le gamin, mais bon, sur le ton de l'humour quand même, quoi. Hein. Ça reste un gosse qui est super content de rencontrer un super-héros, donc on va pas non plus trop lui casser le moral, mais on sent que Sam, il a pas envie d'être défini par sa couleur de peau. Il est un super-héros, il est pas un super-héros noir, parce qu'on dit pas de Captain America qu'il est un super-héros blanc, on dit que c'est un super-héros point barre. Donc il y a cette question de la couleur de peau qui est assez importante. Et en même temps, d'un autre côté, il est vraiment furax après Bucky de pas lui avoir dit qu'il existait un super soldat noir. Et il se moque aussi de Bucky en l'appelant White Panther sous prétexte qu'il a passé du temps au Wakanda, ce à quoi Bucky finit par répondre quand même qu'on l'appelle le loup blanc et non pas la panthère blanche. Mais donc il y a voilà, on parlait de nuances tout au long de cet épisode, il y a ce côté un peu où Sam il a le cul entre deux chaises, quoi, par rapport à cette couleur, à cette notion de couleur de peau. Et d'ailleurs, quand ils sortent de chez Isaiah, il y a un véhicule de police, et qui est suspecté d'être l'agresseur? Sam, bien sûr. On a là une scène typique de racisme policier. Et finalement, l'ironie de la scène, c'est que c'est Barnes qui, en fait, a rompu sa thérapie et donc est sous un mandat d'arrêt. Ce qui nous amène à la scène suivante, où on les oblige à faire une thérapie de couple pour sortir de cette prison. Et c'est vraiment le moment de mettre les choses sur la table. Alors on savait déjà qu'il y avait une animosité parce que Barnes en voulait à Sam d'avoir laissé le bouclier. Et bien sûr, Sam explique que voilà, c'est finalement il se sentait pas d'être Captain America, mais Bucky explique que s'il en veut tellement à Sam, c'est parce qu'il a peur pour lui-même. En fait, ce qu'il a sauvé toujours de sa programmation, finalement, c'est la confiance que Steve Rogers lui manifeste. Et donc, finalement, si Steve Rogers s'est trompé pour Sam,
si Sam n'a pas les épaules pour être Captain America, est-ce que Bucky, lui, est assez fort pour être dans le bon camp? Ça renvoie aussi à la phrase d'Isaiah qui lui avait dit mais on change pas comme ça, c'est pas possible. Donc finalement, on voit que Bucky lutte en permanence contre ses démons et c'est Steve Rogers qui lui permet de s'accrocher. Et cette trahison envers Steve Rogers, c'est vraiment difficile pour lui à encaisser. Voilà, finalement, c'est sa confiance en lui qui est embranlée par ce bouclier. Oui, et du coup, c'est aussi pour ça qu'il est très en colère après Sam, parce que Captain America, ça peut pas être quelqu'un d'autre que Steve Rogers. Et du coup, sans être directement se proclamer de nouveau Captain America, parce que on sent que Sam, il est pas du tout prêt pour ça. Il prend quand même le même chemin que Captain, que Steve Rogers, pas le nouveau Captain America, en s'inscrivant un petit peu dans la lignée des Avengers, c'est-à-dire qu'il se met comme Steve Rogers en son temps hors d'un quelconque contrôle gouvernemental, même si là aussi il y a une certaine ambiguïté parce qu'il a quand même l'aide de Torres, son équipement appartient au gouvernement, voilà. Mais lui, il s'intéresse aux Flag Smashers et à leurs activités parce que ce sont des éléments perturbateurs au niveau global, pas simplement parce qu'ils sont une menace pour le gouvernement américain. Et on voit bien ce côté un peu loup solitaire, enfin pas complètement solitaire puisqu'il est accompagné par Bucky qui vient se greffer sur le truc, mais dans sa dernière confrontation avec le nouveau Captain America, John Walker, où il leur dit clairement à lui et à Battlestar qu'il préfère lui et Barnes faire cavalier seul parce que justement ils n'ont pas les entraves gouvernementales. Et c'est là où tous les deux, donc ce duo un petit peu improbable, qui ne tient à pas grand-chose au final, décident que la seule solution pour se mettre sur la piste du sérum, vu qu'ils ont vraiment pas grand-chose, c'est d'aller voir Helmut Zemo. Alors on va faire un petit récap. Helmut Zemo, c'était un ancien colonel des forces armées sokoviennes. Il perd sa famille lors de la bataille de Sokovie, la bataille finale contre Ultron dans Avengers, l'ère d'Ultron. Et il devient obsédé par l'idée de se venger des Avengers, justement. Il les désigne comme coupables. Et il devient un terroriste pour parvenir à ses fins. Il décrypte les dossiers d'Hydra mis en ligne par Black Widow, notamment. Alors sachant qu'il ne fait pas le poids face à eux, il décide du coup de les détruire de l'intérieur en piégeant Bucky Barnes, en le faisant accuser du meurtre du roi T'Chaka du Wakanda. Captain America, lui, est sûr de l'innocence de Bucky, donc il se met à dos le monde entier. Et aussi une partie des Avengers, ce qui provoque une guerre civile entre eux. Donc ça, ce sont les événements de Captain America Civil War. Bucky est emprisonné, capturé par le Shield, et Zemo, fort de ses connaissances acquises grâce au dossier d'Hydra, arrive à infiltrer la prison sous les traits d'un psy qui est censé s'occuper de Bucky, et parvient à réactiver la programmation du soldat de l'hiver. Il rajoute en plus de l'huile sur le feu en révélant à Stark que Barnes est l'assassin de ses parents, donc comment attiser encore plus la guerre civile. Donc le groupe des Avengers est en ruine, il a donc atteint son but, il tente de se suicider mais il est capturé par Black Panther et incarcéré. Et c'est à ce moment-là que Bucky a demandé à être cryogénisé en attendant de trouver le moyen d'effacer définitivement sa programmation. Il a trouvé refuge au Wakanda. Donc l'épisode se termine là-dessus, sur un plan qui montre Zemo dans sa prison, et on espère donc que nos héros trouveront des réponses auprès de lui, et surtout qu'il ne sera pas assassiné dans sa prison avant. Alors, pour nous aider dans nos théories, on peut aussi regarder les éléments des comics, mais du coup, je vous préviens, ça peut peut-être être spoiler pour ceux qui ne voudraient pas avoir des éléments un petit peu en avance. Donc sur Isaiah Bradley, très clairement, dans le comics, c'est vraiment le gouvernement américain qui l'a torturé. En fait, le gouvernement teste son sérum sur une centaine d'Afro-Américains après Steve Rogers.
Il y en a 5 qui survivent, finalement il y en a plus qu'un, c'est Isaiah Bradley. Et en effet, il est torturé pour pouvoir comprendre comment il fonctionne en fait. Son petit-fils Elijah, qu'on voit là dans la série, hérite en fait de ses super pouvoirs. Il va être The Patriot et un Young Avengers. Peut-être qu'on verra ça un jour dans le MCU. The Patriot, c'est un personnage qui est déjà apparu dans Agent of S.H.I.E.L.D., sous les traits d'un personnage totalement différent, mais Agent of S.H.I.E.L.D., c'est pas canon sur les dernières saisons, donc il est possible qu'il nous refasse un autre The Patriot dans le MCU. Les Power Brokers, enfin le Power Broker, là pour le moment on n'en sait pas grand-chose. En tout cas, dans les comics, c'est vraiment un vendeur de sérum. C'est une entreprise qui propose, une entreprise illégale hein, bien sûr, qui propose de vendre du sérum au plus offrant. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de ce deuxième épisode ? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous ne voulez rien rater, n'oubliez pas de vous abonner. Merci et à bientôt.